Il lui a tout pris. La maison. Le compte en banque. La réputation. Il l'a jetée dehors par une nuit de pluie avec une valise et une enfant de 3 ans dans les bras. Et avant de claquer la porte derrière elle, il lui a dit une seule phrase, une phrase qui devait la briser pour toujours. Il lui a dit « Tu n'es rien sans moi. Tu ne seras jamais rien. » Ce soir-là, debout sous la pluie d'Abidjan, Amara avait regardé cette porte fermée. Elle avait serré sa fille contre sa poitrine. Et dans le silence mouillé de cette nuit terrible, elle avait pris une décision silencieuse, une décision que cet homme ne verrait venir que bien trop tard. Avant de continuer cette histoire, je veux que tu m'écrives de quel pays tu me regardes en ce moment. Mets le nom de ton pays dans les commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Clique sur le bouton, active la cloche, et rejoins cette famille. Amara avait grandi dans le quartier de Trècheville, à Abidjan. Une famille modeste, une mère couturière, un père maçon. Elle avait appris à coudre avant même d'apprendre à lire, ses petits doigts guidés par les mains calleuses de sa mère Fanta, qui lui répétait toujours « Une femme qui s'est créée ne dépendra jamais de personne ». Amara avait un don rare. Elle voyait des robes là où les autres ne voyaient que du tissu. Elle voyait des silhouettes, des couleurs, des formes là où les autres ne voyaient que des chutes de wax et des bobines de fil. À 19 ans, elle avait déjà habillé la moitié de son quartier pour les fêtes et les mariages. Les femmes faisaient la queue devant la porte de sa mère pour lui commander une tenue. C'est lors d'un de ces mariages qu'elle avait rencontré Kodjo. Il était grand, bien habillé, avec cette façon de sourire qui donnait l'impression que le monde entier lui appartenait. Il était entrepreneur, il avait un cabinet d'import-export, il parlait de projets et d'avenir avec une confiance absolue. Et Amara, qui avait grandi dans la retenue et la sobriété, avait été éblouie par cet homme qui semblait n'avoir peur de rien. Ils s'étaient mariés 18 mois après leur rencontre. Le mariage avait été beau. Sa mère Fanta avait cousu sa robe elle-même, un boubou modernisé en soie ivoire avec des broderies dorées sur les manches et le col. Les gens du quartier avaient dit que c'était la plus belle mariée qu'ils avaient vue depuis des années. Fanta avait pleuré de joie en voyant sa fille entrer dans la cour cérémonielle. Elle avait pris Kodjo par les bras et lui avait dit « Ma fille a un cœur en or. Prends soin comme tu prendrais soin de ta propre vie. » Kodjo avait souri. Il avait juré. Il avait promis. Les premières années avaient été belles, du moins en apparence. Kodjo dirigeait son affaire. Amara avait mis ses projets de couture en veille pour soutenir l'entreprise de son mari, tenir les comptes, accueillir les clients, gérer les fournisseurs. Elle avait mis ses rêves dans un tiroir et s'était consacrée à la construction de ce foyer. Puis Aya était née. Un petit être parfait, avec les yeux de sa mère et les fossettes de son père. Amara avait pleuré de joie le jour de sa naissance. Elle avait regardé ce visage minuscule et elle avait su que sa vie venait de changer de sens. Mais derrière la façade ordonnée de leur vie conjugale, quelque chose pourrissait lentement. Kodjo avait commencé à rentrer tard. Puis très tard. Puis parfois pas du tout. Il inventait des voyages d'affaires. Des réunions urgentes. Des partenaires à séduire. Amara posait des questions discrètes. Kodjo répondait avec une irritation croissante, comme si ces questions étaient des accusations. Alors elle s'était tue. Elle avait appris à ne pas poser de questions. Ce qu'Amara ne savait pas encore, c'est que Kodjo n'était pas seulement infidèle. Il était aussi en train de couler. Son entreprise perdait de l'argent depuis des mois. Des contrats ratés, des mauvaises décisions, des dettes accumulées dans l'ombre. Kodjo avait commencé à piocher dans le compte comme un sans rien dire à Amara. De l'argent qui disparaissait en petites sommes, puis en grandes sommes, jusqu'au jour où le compte était presque vide. Le jour où tout avait explosé était un jeudi matin. Amara avait voulu payer les frais de scolarité de Aya à la banque. La caissière l'avait regardé avec un air embarrassé et lui avait dit que le compte présentait un solde insuffisant. Amara n'avait pas compris. Elle était rentrée à la maison, avait cherché les relevés bancaires dans le tiroir du bureau de Kodjo et là, en feuilletant ses feuilles imprimées, elle avait vu des centaines de retraits. Des virements vers un compte qu'elle ne connaissait pas. Des sommes qui représentaient des années d'économie. Kodjo était rentré ce soir-là. Amara l'attendait à la table de la salle à manger avec les relevés étalés devant elle. Elle n'avait pas crié. Elle avait simplement demandé une explication. Et c'est là que le masque était tombé. Kodjo avait d'abord nié. Puis devant l'épreuve, il avait changé de stratégie. Il avait dit qu'Amara n'y comprenait rien à la gestion d'une entreprise. Que c'était compliqué. Que si elle n'avait pas été aussi dépensière, il n'en serait pas là. Il avait tout retourné contre elle avec une habileté qui avait glacé le sang d'Amara. En quelques minutes, il avait fait d'elle la coupable. Puis il avait sorti une enveloppe. Des papiers de divorce préparés depuis des semaines. Il avait tout organisé. Il avait un autre appartement. Il avait une autre femme. Et il voulait qu'Amara parte avant la fin de la semaine.
Amara avait regardé cet homme qu'elle avait aimé, qu'elle avait suivi, pour qui elle avait mis ses propres rêves de côté, et elle avait compris que tout ce qu'elle croyait avoir construit n'était qu'une illusion. Elle avait signé. La main ferme, les yeux secs. Pas parce que c'était facile, mais parce qu'elle refusait de se battre pour un homme qui ne voulait pas être sauvé. Ce soir-là, sous la pluie d'Abidjan, valise à la main et Aya dans les bras, Amara avait frappé à la porte de sa mère Fanta. La vieille femme avait ouvert sans poser de questions. Elle avait juste serré sa fille et sa petite-fille contre elle et dit « Tu es chez toi. Vous avez toujours une maison ici. » Les semaines qui avaient suivi avaient été les plus sombres de la vie d'Amara. Elle se réveillait la nuit avec l'impression de tomber dans un vide sans fond. Elle se demandait ce qu'elle avait fait de mal. Elle se demandait si elle avait été aveugle ou si elle avait simplement choisi de ne pas voir. Elle mangeait peu. Elle parlait encore moins. Fanta la regardait se consumer et priait en silence. Mais Aya existait. Ce petit visage de 3 ans qui ne comprenait pas pourquoi maman pleurait la nuit. Ce petit visage qui venait poser sa tête sur les genoux d'Amara en disant « Maman, j'aime toi ». Ce petit visage qui avait le pouvoir de tout remettre en place, de rappeler à Amara pourquoi elle devait se lever, pourquoi elle n'avait pas le droit de s'effondrer. Un matin, Amara s'était regardée dans le miroir et elle avait vu sa mère. Les mains calleuses, la colonne droite, les yeux qui ne capitulent jamais. Et elle avait entendu la voix de Fanta dans sa tête. Une femme qui s'est créée ne dépendra jamais de personne. Elle avait ouvert le vieux tiroir où elle avait rangé ses croquis des années plus tôt. Des dizaines de dessins de robes, de modèles, d'idées qui dormaient là depuis qu'elle avait choisi de soutenir Kodjo. Elle avait sorti une feuille blanche. Elle avait pris un crayon. Et elle avait recommencé à dessiner. Fanta lui avait prêté sa vieille machine à coudre et le peu d'argent qu'elle avait mis de côté pour ses vieux jours. Amara avait tout refusé sauf la machine. Elle avait dit à sa mère, « Garde ton argent, maman. Je vais me débrouiller. » Elle avait commencé par coudre depuis la chambre de son enfance. Des commandes simples au départ. Retouches, ourlets, uniformes scolaires. Elle facturait peu parce qu'elle partait de zéro. Les femmes du quartier la connaissaient depuis l'enfance, elles lui faisaient confiance, elles la recommandaient à leurs amis. Le bouche à oreille avait commencé à fonctionner doucement, comme un feu qu'on allume avec soin. Le soir quand Aya dormait, Amara créait. Elle cousait jusqu'à 2 heures du matin à la lumière d'une petite lampe, les yeux rouges, les doigts douloureux, mais l'esprit en feu. Elle apprenait seule. Elle regardait des tutoriels sur des vieux téléphones empruntés. Elle étudiait les coupes des grands créateurs dans des magazines que des clientes lui laissaient. Elle avait eu un moment de grâce inattendue lors du mariage d'une voisine. Amara avait habillé 6 femmes de la famille avec des tenues qu'elle avait confectionnées en 3 semaines. Sur les photos du mariage, ces 6 femmes étaient les plus élégantes de toute la cérémonie. L'une d'elles, Adjoua, était responsable d'une boutique de mode dans le quartier commercial de Plateau. Elle avait regardé les tenues. Elle avait demandé à Amara si elle acceptait de travailler avec elle. Cette association avait tout changé. Adjoua avait le local, les relations, le sens du commerce. Amara avait le talent, la vision, la capacité de travailler sans relâche. Ensemble, elles avaient lancé une petite marque. Une marque qui mêlait les tissus traditionnels africains et les coupes contemporaines. Quelque chose de neuf, de vivant, d'identitaire. Aya grandissait dans cet univers de fils, de couleurs et de créativité. Elle passait ses après-midi après l'école assise sur un tabouret à côté de sa mère, à la regarder travailler. À 5 ans, elle demandait le nom des tissus. À 7 ans, elle essayait de coudre des boutons toute seule. À 9 ans, elle faisait ses propres croquis dans un cahier qu'elle gardait jalousement sous son lit. Amara avait vu ce cahier un jour par hasard. Elle l'avait feuilleté en retenant son souffle. Les dessins de Aya n'étaient pas ceux d'un enfant. Ils avaient une logique, une cohérence, une sensibilité qui dépassait de loin ce qu'on pouvait attendre d'une fille de 9 ans. Amara avait reposé le cahier sans rien dire. Mais ce soir-là, après avoir couché Aya, elle avait pleuré de joie dans sa chambre. Elle venait de comprendre que sa fille portait quelque chose en elle qui venait de bien plus loin qu'elle. Amara avait tout réorganisé autour de ce talent. Elle inscrivait Aya à des ateliers d'art, lui achetait des matériaux de dessin, l'emmenait dans des expositions. Elle économisait sur tout, mangeait moins, sortait jamais, pour que Aya ne manque de rien. Elle était à la fois la mère et le père de cet enfant. Elle portait les 2 rôles sans jamais se plaindre, sans jamais se permettre de douter. Kodjo, pendant ce temps, avait refait sa vie. Il s'était installé dans un quartier chic avec une nouvelle femme. Il ne payait aucune pension. Il n'appelait jamais Aya. Il n'envoyait rien pour son anniversaire. C'était comme si cet enfant n'avait jamais existé dans sa vie. Aya avait posé la question une seule fois, à 10 ans. Elle avait demandé à Amara, « Pourquoi papa ne vient jamais nous voir ?» Amara avait pris sa fille dans ses bras. Elle avait cherché ses mots avec soin et elle avait dit, «
Ma chérie, certains adultes ne sont pas encore prêts à être parents. Ce n'est pas ta faute. Ce ne sera jamais ta faute. Ce qui compte, c'est que maman est là. Fanta est là. Et nous deux ensemble, on est une famille complète. Aya avait hoché la tête. Elle n'avait plus jamais posé la question. La marque d'Amara et Adjoa avait grandi. Elles avaient quitté le petit local du plateau pour un atelier plus grand dans le quartier de Cocody. Elles embauchaient maintenant 5 couturières. Des commandes arrivaient de partout dans Abidjan, puis de Lomé, de Dakar, d'Accra. Des blogueuses mode africaines avaient commencé à photographier leurs créations. Les réseaux sociaux avaient fait le reste. Amara avait envoyé Aya étudier les arts appliqués et le design à Dakar, dans une école reconnue dans toute l'Afrique de l'Ouest. Fanta avait pleuré le jour du départ. Aya l'avait serré dans ses bras et lui avait dit « Mamie, je vais te rendre fière ». À l'école, Aya avait explosé. Ses travaux avaient une identité si forte, si personnelle, que ses professeurs avaient du mal à croire qu'elle sortait tout juste du lycée. Elle avait gagné le premier prix du concours de design de l'école dès sa première année. Puis un concours régional. Puis une bourse pour participer à un salon international de la mode à Paris. Amara avait regardé sa fille monter sur l'avion avec le cœur qui battait si fort qu'elle croyait que tout le monde pouvait l'entendre. Aya n'avait pas encore 20 ans et elle s'envolait pour Paris. À Paris, la collection que Aya avait présentée avait provoqué quelque chose d'inattendu. Des journalistes de la mode avaient photographié ses pièces. Un article avait été publié dans une revue spécialisée. Puis un deuxième. Le nom de Aya avait commencé à circuler dans les cercles de la mode européenne. Une maison de couture parisienne l'avait contactée pour un stage. Puis pour une collaboration. Aya appelait sa mère tous les soirs depuis Paris. Elle lui décrivait les défilés, les ateliers, les rencontres. Elle lui disait « Maman, c'est grâce à toi tout ça. Tu m'as appris à regarder le tissu comme s'il vivait. » Amara raccrochait ses appels avec les joues mouillées et la poitrine si pleine qu'elle n'arrivait pas toujours à dormir. Le jour où le monde entier avait découvert Aya était le jour de son premier défilé indépendant à Abidjan. À 24 ans, elle avait organisé elle-même son propre show, dans un grand hôtel du bord de lagune. La collection s'appelait simplement Fanta, en hommage à sa grand-mère. 32 pièces. 32 histoires cousues dans du tissu. Des robes qui parlaient d'Afrique, de femmes fortes, de résilience, de couleurs qui ne s'excusent pas d'exister. Des journalistes avaient fait le voyage exprès pour couvrir l'événement. Des acheteurs étrangers étaient dans les premiers rangs. Et Amara était là, au premier rang, dans une robe que Aya avait cousue pour elle spécialement, une robe dont chaque broderie racontait leur histoire. Quand Aya était apparue à la fin du défilé pour saluer le public, elle avait cherché sa mère du regard. Elle l'avait trouvée. Et elle avait dit dans le micro, la voix qui tremblait légèrement. « Je voudrais présenter quelqu'un. Quelqu'un sans qui rien de tout ceci n'existerait. » Elle avait tendu la main vers Amara. Amara avait secoué la tête, elle ne voulait pas monter. Aya avait insisté. La salle avait applaudi. Alors Amara s'était levée. Elle avait marché jusqu'au podium, les mains croisées devant elle, les yeux brillants. Aya avait pris sa main et avait dit « Cette femme est ma mère. Elle a tout sacrifié pour que j'aie une chance. Elle a cousu la nuit quand je dormais, pour payer mes cahiers et mes cours. Elle ne s'est jamais plainte. Pas une seule fois. Elle m'a appris que le tissu a une mémoire, que les mains qui créent ne mentent jamais, et qu'une femme qui sait ce qu'elle vaut ne peut être définie par l'abandon d'un homme. Ce défilé, c'est pour elle. » Les applaudissements avaient duré longtemps. Très longtemps. Il y avait un homme qui avait regardé le reportage sur ce défilé à la télévision, depuis son salon. Un homme qui avait reconnu Amara sur le podium. Un homme qui avait vu le visage de Aya et qui avait reconnu quelque chose dans ce visage. Quelque chose d'évident, d'inévitable. Cet homme, c'était Kodjo. Kodjo qui avait dit à Amara qu'elle ne serait jamais rien. La vie de Kodjo n'avait pas tourné comme il l'avait imaginé. Sa nouvelle relation avait tenu quelques années, puis s'était fracassée sur ses mensonges. Son entreprise n'avait jamais retrouvé sa stabilité. Il s'était endetté davantage en tentant de masquer ses problèmes par des apparences. Les amis des belles années s'étaient progressivement éloignés. Il vivait maintenant dans un appartement ordinaire, avec des nuits trop longues et un silence qu'il ne savait pas comment remplir. Il regardait le nom de Aya apparaître dans les magazines. Il voyait le visage d'Amara dans des interviews où elle parlait de son parcours avec une élégance tranquille. Et dans ces moments-là, une douleur sourde s'installait dans sa poitrine. Pas de la jalousie. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qui ressemblait à une compréhension tardive et cruelle. Il avait essayé de joindre Aya une fois, par l'intermédiaire d'un parent commun. Aya n'avait pas répondu. Pas d'hostilité. Juste un silence poli, définitif, comme une porte qu'on referme avec soin pour ne pas la claquer. Amara l'avait su par ce même parent. Elle n'avait eu aucune réaction particulière.
Elle avait juste dit, c'est à Aya de décider. Ce n'est plus mon histoire. Aya avait accordé une interview à un grand magazine panafricain 1 an plus tard. Le journaliste lui avait posé la question frontalement. Il avait demandé si l'absence de son père l'avait marqué et si elle lui en voulait toujours. Aya avait pris un moment. Puis elle avait répondu avec une maturité qui avait fait taire la salle entière. Elle avait dit que la colère était une énergie trop précieuse pour la gaspiller sur quelqu'un qui avait choisi l'absence. Elle avait dit que son père lui avait involontairement offert quelque chose d'inestimable, une mère entière, totale, sans partage. Elle avait dit que certaines absences créent plus de place pour l'essentiel. Et que l'essentiel, dans sa vie, c'était Tamara. Elle avait ajouté, « Je ne lui en veux pas. Mais je ne le connais pas non plus. On ne peut pas regretter l'absence de quelqu'un qu'on n'a jamais vraiment connu. Je lui souhaite la paix. Sincèrement. Mais ma vie est entière sans lui. » Amara avait lu cette interview le matin dans la cuisine, avec son café. Elle avait souri. Un sourire calme, profond, comme celui de quelqu'un qui sait que la tempête est vraiment passée. Aya avait lancé sa propre maison de couture à 26 ans. Elle avait installé son siège à Abidjan, pas à Paris. Elle avait dit dans tous ses interviews que l'Afrique n'avait pas besoin que ses créateurs la quittent pour exister dans le monde. Elle voulait prouver que la beauté, l'innovation et l'excellence pouvaient rayonner depuis ici. Sa première collection internationale avait été présentée lors d'un événement organisé à Abidjan même, retransmis en direct sur les réseaux sociaux, regardé par des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Les commandes avaient afflué depuis l'Europe, le Moyen-Orient, les États-Unis. La première chose que Aya avait faite avec les bénéfices de sa maison, c'était construire un atelier pour sa mère. Un grand atelier lumineux, avec des machines professionnelles, des espaces de création organisés, un studio photo. Elle avait fait graver sur la porte d'entrée « Atelier Fanta » fondé par Amara. Et elle avait créé une bourse annuelle pour les jeunes couturières d'Abidjan qui n'avaient pas les moyens de se former. Elle avait appelé cette bourse du prénom de sa grand-mère. Amara n'avait plus besoin de travailler pour survivre. Mais elle continuait à créer parce que la création était sa respiration. Elle avait repris ses croquis, ses expérimentations, ses collaborations avec de jeunes apprentis. Elle transmettait ce que Fanta lui avait transmis. Les mains qui savent doivent apprendre aux mains qui cherchent. Fanta, maintenant âgée, passait ses journées dans le jardin de la belle maison que Aya avait achetée pour les 2 femmes. Elle regardait ses fleurs pousser, elle regardait sa fille créer et sa petite-fille réussir. Et elle disait souvent, dans ce murmure qui lui appartenait, « Dieu ne dort jamais. Il voit tout. Il rend à chacun ce qu'il mérite. Parfois ça prend du temps. Mais ça arrive toujours. Et maintenant, laisse-moi te dire ce que cette histoire m'inspire. Ce qui me touche dans cette histoire, c'est la façon dont Tamara a refusé de se définir par ce qu'on lui avait fait. Kodjo lui avait dit qu'elle n'était rien. Et au lieu de passer le reste de sa vie à pleurer cette phrase ou à chercher à se venger, elle l'avait transformée en carburant. Elle avait décidé que la meilleure réponse à un homme qui vous sous-estime, c'est de construire quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il y a quelque chose de profond dans le fait qu'Amara n'a pas demandé à Kodjo de reconnaître ses erreurs pour avancer. Elle n'avait pas besoin de ses excuses pour se relever. Elle n'avait pas besoin de sa validation pour réussir. Et c'est ça, la vraie liberté. La liberté d'une femme qui n'attend plus rien de celui qui l'a trahi pour construire sa vie. Et Aya. Cet enfant qui aurait pu grandir blessée, amère, incomplète. Cet enfant qui aurait pu passer son adolescence à pleurer l'absence d'un père. Au lieu de ça, elle a grandi dans l'amour total d'une mère qui donnait tout, et cet amour a créé une femme entière, forte, ancrée dans ses valeurs. Il n'y a pas de manque là où il y a suffisamment d'amour. Ce que Kodjo a perdu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas racheter. Il peut regretter. Il peut écrire des lettres. Il peut frapper à des portes. Mais il y a des absences qui creusent des distances trop profondes pour être comblées par le repentir tardif. Il a regardé sa fille devenir une icône mondiale sans y avoir contribué d'une seule façon. Et ça, c'est une punition que personne n'a besoin de prononcer pour qu'elle soit réelle. Il y a aussi Fanta dans cette histoire. Cette grand-mère silencieuse qui a ouvert sa porte sans poser de questions, qui a partagé sa machine à coudre et sa sagesse, qui a été le pilier invisible de toute cette construction. On ne parle jamais assez de ces femmes-là. Ces femmes qui portent des générations sur leurs épaules et qui ne réclament rien en retour. Et je veux te poser une question, à toi qui as écouté jusqu'ici. Est-ce que tu crois que le succès est la meilleure réponse à ceux qui nous ont blessés? Est-ce que Aya a eu raison de ne pas chercher de relation avec son père même après son succès? Et toi, dans la même situation, qu'est-ce que tu aurais fait? Partage ton avis dans les commentaires. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Et reviens, parce que les histoires qui changent quelque chose en toi, elles ne finissent jamais vraiment là où tu crois.